Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de ma conférence La France indépendante face aux États-Unis. Après avoir vu l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, après avoir vu le cœur de sa présidence avec la guerre secrète américaine menée en France, on va voir aujourd'hui le grand départ du général de Gaulle, les conditions de son départ de la présidence et la perspective pour la suite jusqu'à nos jours. C'est bien ça qui importe. Je rappelle que ma source principale, Vincent Nouzil, les dossiers de la CIA sur la France. Je rappelle que j'ai 17 autres sources qui m'ont servi pour créer cet exposé que je présente au fur et à mesure de leur apparition. En avant donc pour un résumé bref de la partie 2, la guerre secrète américaine en France, nous avions vu que, après avoir plongé dans la panique, le gouvernement américain s'est intéressé de très près aux troubles intérieurs en France, aux dangers qu'encourait de Gaulle et aux différents scénarios à adopter en cas de disparition du général. Ils ont ensuite cherché à identifier chez de Gaulle ce qui les gêne le plus. Sa personnalité imperméable et surtout inflexible, il est impossible de le manipuler, de l'influencer de quelconque façon. Ses idées, les nations sont au-dessus de tout et la grandeur de la France est évidemment quelque chose de fondamental. Et enfin son excès de pouvoir personnel, c'est-à-dire en fait aucun moyen de le contrer de près ou de loin. De Gaulle leur est tout à la fois insupportable et en même temps essentiel, afin de préserver la stabilité de la France et de garantir une succession qui, d'après leur dire, leur est forcément favorable. Nous verrons ce qu'il en est réellement plus tard. Ils se sont livrés à une véritable guerre secrète en France via un espionnage massif et l'approche d'un grand nombre de personnalités influentes, surtout en politique, mais pas que, on a vu dans plein d'autres secteurs, établissant avec elles une relation fiduciaire et des programmes de séduction. Il s'agit ici d'achats clairs et directs d'agents d'influence. Pendant ce temps-là, De Gaulle, quant à lui, conceptualise la France comme énorme. Il s'en sert pour combattre l'hégémonie américaine en France via le retrait du commandement intégré de l'OTAN et l'obligation du départ des troupes de l'Alliance du sol français. Il continue à adopter un langage de franchise auprès des différents envoyés de Washington, en particulier sur les erreurs de la politique internationale américaine, par exemple au Vietnam, immense sujet du moment. Et il s'oppose à l'impérialisme américain rampant en continuant d'attaquer les États-Unis en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Avant de replonger dans le cœur des archives secrètes américaines, je vous propose ici de découvrir la véritable mission de la fin du règne de De Gaulle. Mission qu'il a confiée à Alain Peyrefitte. En 1966, vous savez que Alain Peyrefitte a écrit cet immense ouvrage, C'était De Gaulle, dans lequel il rapporte les propos précis qu'il a échangés avec le général ou qu'il a entendus du général dans ses diverses réunions. Alain Peyrefitte était délégué à la recherche scientifique aux questions atomiques et spatiales au moment de ses propos, et voilà ce que De Gaulle lui dit. Ce septennat qui commence, je ne le finirai pas. Alors De Gaulle vient en effet d'être élu pour 7 ans l'année précédente. Il a bien fallu que je me présente pour assurer le coup, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Seulement avant de partir, je veux que le premier essai thermonucléaire ait lieu. Vous m'entendez, c'est capital. Il s'agit ici du passage de la bombe A à la bombe H, beaucoup plus puissante et déjà développée par les États-Unis en 1952, par l'URSS en 1953 et le Royaume-Uni en 1957. Allons-nous être des 5 puissances nucléaires, la seule qui n'accédera pas au niveau thermonucléaire? Allons-nous laisser les Chinois nous dépasser? Si on n'y arrive pas tant que je suis là, on n'y arrivera jamais. Mes successeurs, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, n'oseront pas braver les criailleries des anglo-saxons, des communistes, des vieilles filles et des curés. Et nous resterons devant la porte. Mais si une première explosion a eu lieu, mes successeurs n'oseront plus arrêter la mise au point des armes. Avant la fin de 68, c'est le dernier délai. Vous savez que De Gaulle démissionnera au début de l'année 1969. Ce dialogue est extrait donc de la page 1314 du tome 2 de l'immense œuvre d'Alain Peyrefitte, C'était De Gaulle. Et on y découvre encore une fois la lucidité du général qui comprend évidemment que derrière lui il n'y aura que des gens qui auront toute autre chose à faire et bien d'influence à vaincre. Et donc en fait ils ne feront jamais pour pouvoir développer cette arme à part lui, dans l'intérêt du pays et de sa survie. Alors voilà le cœur du sujet avec lequel nous allons commencer cette conférence. Le grand départ du général de Gaulle, les USA contre la bombe H française, 1965, 66, 67. On va voir un petit peu les manœuvres des Américains pour nous empêcher d'obtenir cette bombe H, parce qu'eux aussi ils ont bien conscience que c'est là la clé de l'indépendance d'une nation à l'époque où nous nous trouvons. Charles de Gaulle, je le rappelle, est toujours président lorsque Lyndon Johnson est aux États-Unis. Pour une présentation de Lyndon Johnson, je vous renvoie à mon exposé précédent. À partir de juillet 1966, les essais atomiques français ont lieu dans le Pacifique Sud. Les Américains mettent en place un vaste plan de surveillance des essais français, dit Nice Dog, plus ou moins discret,
Alors là, on assiste à des manœuvres hallucinantes, hein. Les Américains, ils trouvent tous les prétextes imaginables pour espionner nos expériences, nos bases de recherche, nos sites de développement, de tout ce qui concerne de près ou de loin la bombache. Ils utilisent des navires, des sous-marins, des avions en pseudo-mission météo, des satellites espions. Ils vont même jusqu'à inventer une histoire affolante. Ils expliquent aux scientifiques français médusés que le programme Apollo, vous savez, les missions qui amènent les astronautes vers la Lune dans les années 60, voient des petits débris tomber, etc. Et justement, une partie de ces débris, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés ils risquent de tomber juste à côté des installations de recherche nucléaire françaises dans le Pacifique Sud, et donc ils sont obligés de déployer des structures militaires au cas où, voilà, ces morceaux des missions Apollo tombent là, et d'après les envoyés de Washington, c'est extrêmement probable, etc. Enfin, De Gaulle hallucine et les renvoie dos à dos en leur disant il y a hors de question que la moindre présence militaire américaine soit de près ou de loin acceptée sur notre territoire, et encore moins à proximité de nos installations. Ils font ensuite leur maximum pour bloquer le développement de la force de frappe, hein, en particulier avec la directive 294 qui proscrit tout échange d'informations techniques entre les deux pays, la vente d'équipements, les recherches communes, les échanges industriels ou commerciaux. Les autorités américaines répètent que leur opposition vise à tenter d'empêcher la France de parvenir à ses objectifs. On a là la clarté dans les documents, hein. Un véritable embargo s'inscrivant dans une guerre d'usure visant à gagner du temps. Parce qu'eux aussi ont bien conscience que si De Gaulle part avant que ce soit fini, eh ben ils ont gagné, les autres ils le feront pas, hein. Donc dans l'espoir de voir De Gaulle partir avant que cette force de frappe française soit significative. Parce qu'il n'y a pas que la bombache à développer, il faut développer les lanceurs, il faut développer des techniques informatiques, c'est un point qui posera beaucoup de soucis visiblement aux ingénieurs français. Il faut développer les sites de stockage, il faut développer tout un tas d'organisations, d'installations, etc. De Gaulle s'oppose donc au maximum aux manœuvres de retardement américaines parfois grossières. Notamment l'une d'entre elles, l'affaire du survol de l'usine d'enrichissement d'uranium de Pierre Latte, tend la situation. Puisque là encore, après les hallucinations d'explication des missions Apollo, on a la justification américaine de ce survol. Ils survolent avec un avion espion notre usine en plein milieu du territoire français. Et alors on dit mais qu'est-ce que vous faites? Et alors ils expliquent quelque chose d'hallucinant, comme quoi leur avion a pas eu le choix à fuir un orage magnétique que personne n'a aperçu à part eux. Donc c'est minable, hein. Tout le monde en a conscience. Et en plus de ça, c'est assez inutile pour eux, parce qu'ils ont en fait des satellites espions qui photographient en toute liberté sans que personne ne puisse le savoir les installations françaises. Il s'agit d'une question de résolution de pixels, ils voulaient avoir quelques détails en plus, hein, vraiment. Donc en attendant, les Américains adoptent un profil bas. Soucieux de ne pas froisser davantage le général de Gaulle, le président Johnson édicte le 6 août 65 une autre directive secrète visant à ralentir les activités américaines en France qui pourrait inutilement embarrasser les relations franco-américaines. C'est ça qui est important, c'est que suite à tout ça, les Américains se rendent compte que c'est assez minable ce qu'ils font, et donc ils disent bon on arrête là, c'est pas possible, c'est trop, ça se voit trop. Et c'est là la beauté de la chose, c'est qu'on a les rapports. Ils demandent d'arrêter les activités américaines qui pourraient nous embarrasser sur notre territoire, ce qui prouve déjà qu'ils en ont, des activités potentiellement embarrassantes. Les ministères et les agences de renseignement sont priés de dresser la liste de leurs actions, ouvertes ou clandestines, qui pourraient être vues comme illégales, hein, et déclencher la colère des Français s'ils en saisissaient. Alors ça c'est magnifique. Et vous allez voir que grâce à ça, on va avoir tout un tas de renseignements. L'éventail, large et révélateur de l'étendue des actions dont les Américains paraissent coutumiers. Surveillance aérienne secrète, utilisation illégale des installations militaires américaines, espionnage varié, financement politique ou sociaux, etc., etc., etc. On a de vastes documents. L'auteur précise que les détails de cet espionnage ne sont pas déclassifiés car classés trop sensibles, à l'exception d'un seul rapport qu'il a réussi à obtenir, qui énumère les activités souterraines du département d'État en France. Donc voilà, ça c'est quand même assez important parce que on voit que là c'était trop sensible, il n'a pas réussi à avoir les documents, Vincent Nouzil, mais il y en a un seul qu'on lui a donné, qui sont les activités donc souterraines du département d'État, hein, c'est l'équivalent des relations étrangères. Donc on a juste ce que un peu l'audit des activités secrètes du département d'État. On va pouvoir imaginer à partir de là les autres. L'utilisation discrète par l'agence américaine d'informations de l'institut de sondage IFOP pour mener des études d'opinion en France. C'est quand même magnifique quand je vois aujourd'hui qu'on nous ressort des sondages IFOP comme si c'était un seul instant, quelque chose de détaché de l'influence américaine.
Ça, c'est le premier point. 2. La création d'une petite équipe de chercheurs américains chargés de nouer des contacts parmi les jeunes technocrates de l'industrie, de la finance et du commerce. Encore une fois, l'approche de tout ce qui compte comme élite actuelle ou future en France dans tous les domaines. 3. Le lancement d'un groupe d'études franco-américain sur le commerce bilatéral qui a fait paraître ses travaux dans le journal L'Économie, dont la diffusion a été aidée par l'ambassade. Ça nous apprend plusieurs choses. Vous savez que le journal, donc L'Économie, a une diffusion qui est aidée par des coups de pouce de l'ambassade américaine. Il s'agit donc évidemment d'un journal qui va faire la mise en avant, la propagande, pour pas dire comme ça, d'intérêts géostratégiques américains, c'est évident. Et aussi sur le commerce bilatéral, on a là les ébauches de traités de commerce, vous savez, atlantiques, qui feront tout parler d'eux dans les années qui ont précédé nos jours, où on a vu comme ça des traités de libre-échange absolument désavantageux pour notre pays voir le jour et être soutenus par les États-Unis. Ça n'est pas fini, le point 4. Des contributions financières à diverses associations qui soutiennent le fédéralisme européen et l'atlantisme, comme l'Association française pour la communauté atlantique, le Centre international de formation européenne, la section sud du mouvement fédéraliste européen et le Centre d'action européenne fédéraliste. Donc ça, ce sont des associations qui promeuvent le fédéralisme européen et l'atlantisme, et qui sont soutenus par eux. Encore une énième preuve et démonstration que l'Union européenne est une évidente organisation qui sert leur intérêt et qui dessert ceux de la France. On ne peut qu'imaginer l'étendue des activités souterraines des autres organes américains, que ce soit la CIA, que ce soit le Pentagone, que ce soit la Maison Blanche, que ce soit diverses autres organisations, que ce soit les entreprises privées, etc. En tout cas, les renseignements américains sont particulièrement précis sur à peu près tout ce qui se trame en haut lieu en France. C'est ce qui ressort de ma lecture des documents rapportés par Nouzil. Pour en revenir à la bombache et à toute l'infrastructure qui lui est nécessaire, les Américains échoueront à empêcher la France de parvenir à constituer son arsenal, vous le savez. C'est donc une victoire majeure pour De Gaulle, l'objectif fondamental de sa fin de règne, développer cet outil pour permettre à la France de rester indépendante après lui. Maintenant que ça c'est fait, il va y avoir un événement tout à fait changeant pour les relations internationales entre les États-Unis et la France, c'est l'élection aux États-Unis de Richard Nixon. Alors Richard Nixon, je vais vous le présenter rapidement. Il est président américain du 20 janvier 1969 au 9 août 1974. Il était vice-président de Dwight Eisenhower. Vous savez que Dwight Eisenhower et De Gaulle se sont rencontrés lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment où De Gaulle incarne la France lorsqu'elle est occupée par l'Allemagne nazie, et où Dwight Eisenhower doit organiser et coordonner la plus grande opération militaire de tous les temps, le débarquement de Normandie. Donc les deux hommes se connaissent et se sont déjà rencontrés et se respectent en tant que soldats. Et ensuite, lorsque De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, je vous l'ai expliqué dans ma première partie de cette conférence, Eisenhower était président aux États-Unis à ce moment-là, et c'est lui qui lui donne un coup de pouce pour revenir au pouvoir. Nixon et De Gaulle se connaissent. Et en plus, ils s'apprécient tous les deux. Nixon, en fait, admire De Gaulle, qu'il a souhaité rencontrer de nombreuses fois par le passé, et De Gaulle a plusieurs fois exprimé son souhait de voir Nixon accéder à la Maison Blanche. Le général s'est d'ailleurs montré visionnaire à son propos, puisqu'il a annoncé à Georges Pompidou au début des années 50 que Nixon serait un jour président des États-Unis. Cela marque un immense changement dans les relations entre les deux pays. Nixon ou la victoire du gaullisme international. On est à la toute fin de la présidence de Charles de Gaulle. Avant même de prendre ses fonctions, Nixon a fait savoir à l'Élysée qu'il souhaitait discuter très longuement avec le général de Gaulle. Lettre de Richard Nixon à De Gaulle, le 11 février 1969, juste après avoir pris ses fonctions. En préparant mon prochain voyage en Europe, je me réjouis vivement de la perspective de vous rencontrer pour un large échange de vues sur un vaste ensemble de sujets. J'espère sincèrement que, dans les années à venir, nous maintiendrons, vous et moi, le contact le plus étroit et que nous userons l'un vis-à-vis de l'autre d'un esprit de franchise et de totale sincérité. Voici maintenant le télégramme de Charles Lucé, ambassadeur de France à Washington, à propos des intentions de Nixon. Son désir est d'aborder avec le président de la République le fond des choses, afin de guider ensuite son action. Donc là, on peut se dire deux choses. Soit c'est pas sincère et puis bon, on va voir. Soit ça l'est et puis vous allez voir que c'est absolument incroyable. Mais qu'on a un Nixon qui est un fervent admirateur de De Gaulle, qui considère que De Gaulle a raison depuis des années sur tout un tas de sujets.
Nixon vient donc en France le 28 février 1969 pour une dizaine d'heures d'entretien avec De Gaulle. Vincent Nouzil nous raconte des discussions et ou des conclusions sur les sujets suivants. La Russie, la Chine, le Vietnam, Israël, l'OTAN et la force de frappe nucléaire française. Que des sujets absolument immensément importants à l'époque. Un autre compte-rendu de ces entretiens est également paru dans le numéro 32 d'avril 1987 de la Revue française d'études américaines, sous le titre de Nixon-De Gaulle, un épisode original des relations franco-américaines par Yves-Henri Noyat. Disponible gratuitement sur internet, j'en conseille la lecture. Yves-Henri Noyat rend compte des mêmes sujets que Nouzil, avec un en moins, Israël, et un en plus, l'Europe. C'est donc une synthèse de ces deux comptes rendus que je vous propose d'aborder rapidement. En commençant tout d'abord par la Russie. De Gaulle rappelle la distinction essentielle qu'il fait entre le communisme, idéologie à l'arrêt, et la Russie, immense réalité nationale, bien évidemment par la taille de ce pays, par les ressources dont il dispose, par la fierté de son peuple, par les ambitions au regard du monde qu'il entretient. Le principal problème de la Russie selon De Gaulle, c'est la Chine, avec laquelle il a une immense frontière commune et des mauvaises relations à l'époque, ce qui peut surprendre. Ce qui l'amène naturellement à souhaiter se rapprocher de l'Occident et des USA, leurs rivales, afin de ne pas avoir d'ennemis trop nuisibles dans cette région, en Europe et particulièrement en Allemagne. C'est une grille de lecture qui est peu étonnée à l'époque quand on imagine la guerre froide, communisme, capitalisme, entre le bloc communiste avec les deux principaux pays, Russie-Chine contre les États-Unis et l'Europe, et en fait c'est pas du tout la grille de lecture que fait De Gaulle. Pas de souci exagéré à propos de l'arsenal nucléaire russe, dit De Gaulle à Nixon, ou de sa récente intervention en Tchécoslovaquie. Il faut savoir qu'en août dernier, vous savez, l'invasion de Prague par les chars russes, donc c'est tout un tas d'événements majeurs récents. On pourrait se dire, mon Dieu, les chars russes à Prague, la Russie veut envahir l'Europe de l'Ouest. Pas du tout pour De Gaulle. L'URSS ne souhaite tout simplement pas s'affaiblir, mais ne veut en aucun cas conquérir l'Occident. Quand vous leur direz que vous êtes prêt à conclure avec eux des arrangements pratiques, ils vous feront toutes sortes d'amabilités. Ils le désirent depuis longtemps. Et Nixon va écouter De Gaulle, va dire à De Gaulle qu'il respecte et qu'il partage cette opinion, et il va inaugurer l'ère de la détente avec la Russie par son voyage en URSS en 1972. Et on verra que les vues de Gaulle étaient justes, et que la Russie n'attendait que, de la part des États-Unis, des pas vers la détente. À propos de la Chine et son avenir, De Gaulle donne son opinion et explique l'attitude de la France vis-à-vis de la reconnaissance de ce pays. Vous savez qu'il y a eu lieu en 1964 et à l'époque la diplomatie américaine s'en est choquée. Plus ça ira, plus son rôle et son poids seront considérables. Quelle attitude adopter à son égard? L'ignorer? La laisser cuire dans son jus? Ou bien s'efforcer d'établir avec elle les contacts possibles? C'est la voie que nous avons choisie, et il vaut mieux les connaître et avoir avec eux des échanges dans tous les domaines. C'est ça que De Gaulle se propose d'expliquer à Nixon. Et voilà ce que Nixon lui répond. Il est vrai que nos intérêts seraient peut-être mieux servis si nous nous inspirions de ce que vous me disiez en 1963, savoir que l'Union soviétique et la Chine étaient deux grandes puissances avec lesquelles il fallait avoir des relations parallèles. Nixon se rendra en 1972 en Chine, entamant alors des relations diplomatiques avec le pays. Sur ce sujet-là aussi, Nixon donne raison à De Gaulle et la suite des événements lui donnera raison. À propos de la guerre du Vietnam, De Gaulle avait déjà annoncé à Kennedy 8 ans plus tôt, je vous l'avais dit, que la guerre du Vietnam, que la guerre avec ce pays serait un échec pour les USA et qu'il devait négocier et faire la paix. Kennedy avait à l'époque exprimé son désaccord, puis Johnson avait poursuivi cette ligne et intensifié le conflit, malgré les envoyés répétés de Washington à Paris, où De Gaulle a chaque fois expliqué que les États-Unis avaient tort, que ce serait un désastre et qu'il faudrait arrêter. En 1969, De Gaulle continue de conseiller aux Américains de faire la paix. Et voilà la réponse de Nixon. Je suis d'accord avec votre conception. Nous devons mettre fin à la guerre aussi rapidement et de la manière la plus sage possible. De Gaulle permettra d'ailleurs discrètement des contacts avec des représentants du Nord-Vietnam dès cette époque, pour commencer des pourparlers de paix qui aboutiront avec les accords de Paris en janvier 1973. À propos d'Israël maintenant. En gros, le pays vient de conquérir en 1967 des territoires appartenant à des puissances arabes, c'est lors de la guerre des 6 jours. Ils ont conquis donc le plateau du Golan sur la Syrie, ils ont conquis les territoires cisjordaniens appartenant à Jérusalem ainsi que la bande de Gaza, et ils ont conquis tout le désert du Sinaï, les territoires du Sinaï qui appartiennent à l'Égypte.
De Gaulle fulmine contre Israël, qu'il souhaite voir se retirer de ses territoires. Faute de quoi, dit-il, de graves difficultés suivraient, et les malheurs ne feront que croître. Nixon partage cet avis, et dit au général, à propos d'Israël, je voudrais vous éclairer sur deux aspects. D'abord, il y en a qui pensent qu'aucun président des États-Unis ne peut prendre une décision quelconque au sujet d'Israël sans tenir compte du vote juif. Ce n'est pas mon cas. En second lieu, les États-Unis devront certes exercer leur influence pour qu'Israël accepte un règlement, mais sans pour cela donner l'impression que celui-ci lui est imposé. Et c'est une question délicate. Nixon sera le premier président américain à se rendre officiellement en voyage en Israël en 1974 afin d'influencer le gouvernement d'Israël dans le sens de la négociation pour la paix. À propos de l'OTAN et de la force de frappe française, De Gaulle rappelle sa position en 2 points. La France demeure dans l'Alliance et reste l'allié des États-Unis. Je vous le répète, s'il y avait une guerre mondiale, la France serait avec vous. Et De Gaulle n'a eu de cesse que de dire ça à ses prédécesseurs. Mais par contre, l'OTAN, c'est l'absence d'une défense nationale et c'est le seul pouvoir des États-Unis. Or, la France ne peut pas subsister telle qu'elle est et qu'elle a toujours été sans une politique et une défense nationale. Sans celle-ci, elle tombe à rien. Elle se disperse entre une multitude de partis politiques, elle ne peut pas avoir de gouvernement, elle s'affaiblit, elle n'est pas debout. Le meilleur service qu'elle puisse rendre à l'Alliance, c'est d'être elle-même, avec ses propres forces et sa politique. Car dans une guerre, une France dotée de sa substance et de sa réalité serait plus utile qu'une France sans âme nationale. Nixon répond « Je crois que je vous comprends bien. » Genre, on hallucine, enfin, c'est les domaines dans lesquels les États-Unis ont été les plus acharnés à vouloir absolument faire changer les positions françaises et De Gaulle. Je crois, en effet, qu'il est bon que les États-Unis aient à leur côté une autre puissance comme la France, qui détienne une capacité nucléaire. Plus important encore, j'espère que nous pourrons aboutir, avec la France, conformément à sa position d'indépendance, à étendre et à approfondir notre coopération militaire dans des conditions plus étroites que celles qui existent aujourd'hui. Intention suivie d'effet, puisque le 15 avril de cette même année, un premier mémorandum sur la coopération militaire franco-américaine est avalisé par Nixon. Une façon de commencer à considérer la France comme un partenaire via des relations bilatérales, plutôt qu'un obligé via le commandement intégré de l'OTAN. C'est d'ailleurs une chose que les services américains cacheront au Royaume-Uni. Je vous laisserai conclure ce que vous en voulez. À propos de l'Europe, dans la revue française d'études américaines, que je vous ai citée précédemment, le langage tenu par Nixon paraît bien éloigné de celui du partnership de naguère. Nixon approuve l'existence d'une communauté ayant son existence propre. Les États-Unis ne doivent plus avoir la prétention d'en assumer la direction, ce qui montre au passage que c'était le cas précédemment. Dans sa conférence de presse du 4 mars, Nixon déclare que c'est aux Européens eux-mêmes de définir les modalités et les méthodes de la construction européenne. Les États-Unis n'avaient pas à s'en mêler. Ils continueraient par contre à assumer leurs responsabilités en matière de défense. Il faut toujours avoir à l'esprit que la Maison-Blanche n'est qu'un centre de pouvoir parmi d'autres de l'Empire américain, qui est une tentacule extrêmement vaste, constituée de différentes agences, institutions, entreprises privées, grandes fortunes, diplomatie, conseillers, dont le principe, en plus de ça, de cette présidence, d'incarnation successive via l'élection, ne garantit aucunement la continuité d'une politique. Je vous ai montré, lors de la deuxième partie, avec l'exemple des Amérindiens et des traités non respectés, que des fois une parole donnée peut être violée 170 ans plus tard. Mais la continuité, le principe d'incarnation successive fait qu'au bout d'un moment, tout ça change. Si là, on a quelque chose d'absolument étonnant, compte tenu de tout ce que nous avions l'habitude de voir, avec un Richard Nixon complètement admiratif de De Gaulle, qui a l'intention de suivre les conseils de De Gaulle, et qui fera vivre par-delà le vécu et la vie de De Gaulle, ses volontés géopolitiques et ses conceptions pour un monde qui se porte mieux. On verra Nixon dans les années 70 faire tout ce qu'il peut pour aller dans le sens de la paix avec l'URSS, la détente avec la Chine, avec Israël, avec la considération d'une France qui doit être souveraine et avec la considération d'une Europe qui doit être européenne et pas américaine. Bien évidemment, Nixon n'est pas éternel et tout ceci prendra malheureusement fin. De Gaulle démissionne. Un rapport de la CIA, rédigé le 20 décembre 1968, fait un bilan du gaullisme. Au crédit du régime, des institutions politiques plus stables, incontestées,
qui ont permis de traverser des crises, telles celle de mai dont je n'ai pas pu parler ici. Les étudiants qui défiaient l'autorité se concentraient sur le président lui-même, pas sur le système présidentiel de la Ve République. Un système inflexible et peu à l'écoute des revendications de larges secteurs de la société. Une politique étrangère peu accommodante avec les États-Unis et un peu trop avec l'URSS. Quant à la suite, tout successeur serait plus pragmatique, plus enclin à soutenir l'intégration européenne et surtout plus corseté par des considérations de politique intérieure. Certains éléments gaullistes de la politique étrangère devraient survivre au général, comme la force de frappe. Ils ont bien conscience que ça ne partira pas de sitôt. De Gaulle démissionne concrètement le 27 avril 1969, et à ce propos, ce jour-là, à Washington, les diplomates se frottent les mains. Le secrétaire d'État, William Rogers, envoie le 27 avril au soir des instructions de no comment à toutes les ambassades au sujet de la démission de Gaulle. Elle ne doit pas, je répète, ne doit pas être l'occasion d'exprimer une satisfaction ou un soulagement. Nous n'oublierons pas les immenses services que De Gaulle a rendus à la France et à l'ensemble du monde libre. On sent là à la fois la différence de vue entre Nixon qui donne des consignes évidemment que lui, il n'est pas du tout heureux, et en même temps tous les services américains habitués avec cet infernal De Gaulle à n'en plus pouvoir, qu'un soulagement énorme, ça n'en part deux. Et tout ceci bien sûr, tout le monde en a bien conscience. L'épitaphe est brève, l'hommage minimal, la consigne révélatrice, ce sont bien la satisfaction et le soulagement qu'il faut cacher. Alors, les victoires du général. J'aimerais que brièvement nous regardions ensemble ce que De Gaulle a donné à notre pays. De Gaulle a donné à la France les moyens d'être indépendante dans le monde, principalement grâce à trois choses. Le retrait du commandement intégré de l'OTAN, avec un départ physique des installations. La constitution d'une force atomique complète et totalement sous contrôle de la France. Le refus d'une construction européenne qui placerait la France dans une communauté atlantique colossale sous dépendante des directions américaines, je le cite ici. En plus, la justesse de ces positions internationales a fini par influencer les États-Unis à travers la géopolitique de Richard Nixon durant le début des années 1970, offrant là une continuité au général malgré sa démission et sa mort. En France, sa présidence est associée à la création d'un régime stable et à une période d'enrichissement économique de la population. C'est le cœur, vous savez, c'est les 30 Glorieuses. On parle de cette période comme d'un souvenir incroyable économique au regard d'aujourd'hui. Lors de la Seconde Guerre mondiale déjà, il nous avait permis de sortir du désastre de 1940 en vainqueur et de voir le programme du Conseil national de la résistance s'imposer avec ses conquêtes sociales. De Gaulle confie donc à ses successeurs un pays prospère, indépendant et respecté. Que va-t-il advenir de la France après De Gaulle? C'est bien là le cœur du problème. De Gaulle meurt, et c'est une page de l'histoire qui se tourne. Que vont faire ses successeurs de ce pays prospère, indépendant et respecté? Pour commencer à en avoir une idée, je me permets de vous rappeler ici ce que Martin Hillerbrand, secrétaire d'État assistant aux affaires européennes, anticipait pour notre pays après le départ de Gaulle, le 27 avril 1969. La perspective de long terme est un changement graduel de la politique étrangère française, tant dans les concepts que dans l'approche. La notion d'indépendance totale comme une vertu ou une fin en soi sera progressivement dégonflée de son emphase. Nous devrions nous attendre à une approche plus pragmatique, plus coopérative, qui prendra en compte les réalités de la France et de la situation internationale. Comme vous le savez, le général de Gaulle était très doué pour réactiver la fierté française, la confiance en soi, l'esprit d'indépendance. Le pire est effectivement à craindre, surtout quand on a à l'esprit l'achat massif des politiciens français initiés sous Johnson. Rappelez-vous, c'est le cœur de ma partie 2, la guerre américaine en France, où ils achètent absolument tout ce qui compte comme élite dans tous les domaines. Donc on va voir se succéder ces élites-là au pouvoir, après une fois que De Gaulle est parti. Et donc c'est le cœur du problème, ce qui va nous concerner à nous directement. Qu'en est-il depuis 52 ans de cette affaire ? C'est pourquoi je me propose, si vous le voulez bien, que l'on voit brièvement et succinctement les quelques points clés à propos des sujets que nous regardons dans cet exposé, des présidences qui ont suivi celle de Gaulle. Alors évidemment, je mets ici un point à devoir vous dire que je vais être forcément bref, forcément succinct, donc forcément je vais manquer de nuances, voire je vais être caricatural. Je vais accentuer sur 2-3 points, puis on va passer au suivant. Je peux pas faire un exposé de 4 ou 5 ou 6 heures. Je vous demande de bien le garder à l'esprit pour la suite.
En avant donc, avec le premier successeur de Charles de Gaulle, Georges Pompidou, qui a incarné la présidence de la France du 20 juin 1969 au 2 avril 1974. Sa première initiative extérieure est de convoquer un sommet des chefs d'État des 6 membres de la Communauté économique européenne pour rompre l'isolement diplomatique de la France et donner une nouvelle dynamique à la construction européenne. C'est la relance de La Haye. Au passage, je me permets ici de vous faire une analyse de la propagande insidieuse de cette encyclopédie Wikipédia qui, sous couvert de factuels, de délivrer des faits, ce qu'elle fait, délivre insidieusement la façon dont il faut interpréter ces faits. Et vous allez voir que c'est absolument mensonger. Là, nous avons un fait clair, la première initiative extérieure de Pompidou, c'est de convoquer un sommet des 6 chefs d'État de la Communauté économique européenne pour faire la relance de La Haye. Et là, on nous dit pour rompre l'isolement diplomatique de la France. Mais c'est une vaste blague. La France était-elle isolée diplomatiquement au moment de la présidence de Charles de Gaulle, alors qu'elle est respectée et admirée par-delà le monde? Évidemment que non. C'est bel et bien la politique européenne qui s'isole en se concentrant là à 6 autour d'une espèce de construction qui est en réalité sous commandement américain. C'est ça l'isolement, ce n'est pas le reste. Sur la scène internationale, Georges Pompidou continue la politique gaullienne d'indépendance tout en l'assouplissant, notamment à l'égard des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dont il accepte l'entrée dans la communauté économique européenne. Là aussi, nous avions vu que c'était le cœur de la politique européenne de Gaulle que d'empêcher à tout prix la Grande-Bretagne d'entrer, et que c'était là le point absolument clé de la politique anti-américaine pour leur influence en Europe. Et donc là, Wikipédia nous dit qu'il continue la politique d'indépendance alors même qu'il fait l'exact objet du contraire de cette politique d'indépendance. Donc bref, vous avez compris à la fois comment Wikipédia s'y prend pour glisser de la propagande dans ses textes, et à la fois comment Georges Pompidou trahit son prédécesseur. Le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni adhère donc à la communauté économique européenne, presque 10 ans jour pour jour. De Gaulle, le 14 janvier 1963, s'y était formellement opposé en public, en déclarant qu'elle transformerait, je l'ai dit et je le redis, le marché commun en communauté atlantique colossale sous dépendance et directions américaines. 10 ans plus tard, son successeur le trahit. Sous Valéry Giscard d'Estaing. Du 27 mai 1974 au 21 mai 1981, cet homme incarne notre pays. Il est élu au terme d'une campagne calquée sur celle de Kennedy, et d'ailleurs il ne s'en cache pas à l'époque, et c'est parfaitement assumé, privilégiant la forme au fond. Il est présenté comme, je vous jure que c'est vrai, c'est ce qui ressort de la page Wikipédia et des présentations de l'époque, jeune et dynamique, et vient juste d'être ministre de l'économie démissionnaire. C'est quand même, on est dans l'incroyable, vous voyez. Quand je vous disais lors de mon explication sur la campagne de Kennedy que c'était la première fois peut-être que nous voyions le fond vaincu par la forme, nous avons en France le début de la victoire de la forme sur le fond, avec notre Valéry Giscard d'Estaing, jeune et dynamique de l'époque, qui vient tout juste d'être démissionnaire ministre de l'économie. Les premiers temps de sa présidence sont marqués par une volonté affichée de jeunesse et de modernisation, toujours inspirée des méthodes américaines et du président Kennedy. Il consacre une grande importance à la construction européenne et milite fortement parmi l'Europe des Neuf pour que la Grèce rejoigne la communauté économique européenne. Là aussi une intuition dont la nation grecque le remercie à coups de pauvreté et de misère. Que peut-on apprendre sur sa présidence via les archives secrètes américaines, après avoir vu les extraits Wikipédia, quand je ne fais que citer. Durant la campagne présidentielle, Giscard, jugé pro-européen et pro-américain par les services américains déclassifiés, est naturellement le candidat préféré de Washington. Une fois élu, les États-Unis sont ravis d'avoir enfin un président pro-américain à l'Élysée. Lors de sa première entrevue avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, le 7 juin 1974, l'ambassadeur Irving se félicite de l'entendre lui expliquer que la France veut multiplier les consultations avec les États-Unis sur tous les sujets. Ça veut dire en fait prendre consigne. Vous allez voir, Giscard se laisse aller devant l'ambassadeur américain à quelques confidences sur la conjoncture française. Dans l'ordre des actions, la première phase consistera à rétablir notre équilibre économique et à combattre l'inflation. Je ne crois pas que cela soit très difficile, dit Giscard, mais c'est politiquement délicat, car nous sommes amenés à prendre des mesures impopulaires. Je vous fais grâce de la suite où on verra Giscard prendre consigne auprès des services américains, et où on voit donc un début de politique qui va évidemment contre les intérêts du peuple français. Son mandat correspond à la fin des 30 Glorieuses.
aux premières mesures d'austérité, au début du déclin industriel de la France et à l'apparition du chômage de masse. Vraiment, on est ravis. Afin de mieux comprendre pourquoi notre pays entre en déclin à partir de 1974, je vous suggère fortement de regarder la première partie de la conférence Faut-il de la régulation douanière, disponible sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz et réalisée par un camarade sur la chaîne, où vous comprendrez les dessous de la politique anti-inflationniste et pro-européenne comme résultante en réalité du chômage. Voilà, elle présente les travaux du prix Nobel d'économie français Maurice Allais. On y découvre notamment, je viens de vous le dire, les liens entre notre appartenance à l'Union européenne, notre lutte contre l'inflation et le chômage de masse, le début du déclin industriel de la France et les premières mesures d'austérité, et donc en fait la fin des 30 glorieuses et le début du lent déclin de notre pays jusqu'à nos jours. Nous poursuivons le désastre avec François Mitterrand. Le 7 février 1992, François Mitterrand signe le traité de Maastricht, qui vide en fait la France d'une grande partie de ses pouvoirs. Je vous conseille la lecture d'aujourd'hui, ça s'appelle le TFUE, les articles 2 à 6. Vous verrez que la France décide pratiquement plus de rien. Le président ici ne l'est que marketing, ne l'est que communication. C'est l'UE qui décide d'une grande quantité de choses. Il concrétise ainsi ce qu'il avait annoncé à Charles Bollen, ambassadeur américain en France en 1965 et que je vous avais dit au moment où nous en parlions dans la partie 2 et je vous redis ici. Mon seul objectif est de renverser le gaullisme, après quoi je mènerai une politique pro-américaine. Voilà donc Mitterrand concrétiser ce qu'il avait déclaré à l'ambassadeur américain. Il fait également un choix entre deux ambitions, opposées l'une à l'autre, qu'il avait lui-même défini en 1983 au début de sa présidence. Je suis partagé entre deux ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. Vous connaissez évidemment le choix que François Mitterrand fait à ce moment-là. Ce sont des propos qui sont rapportés par Jacques Attali, un autre grand défenseur de l'Europe. Je suis obligé d'être bref avec la présidence de Mitterrand pour aller vers celle de Jacques Chirac, du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. Et je ne fais qu'évoquer des points absolument clés et décisifs pour l'enfoncement de notre pays. Vous comprenez bien qu'il y aurait 1000 nuances à amener et 1000 autres choses à dire, y compris d'ailleurs sous la présidence de Jacques Chirac, qui est extrêmement vaste et longue. Avant d'être président, en plus de ça, Jacques Chirac, si vous voulez, c'est un peu hallucinant. Je vais vous citer ça et je vais vous décrire un petit peu ce que la lecture de ces archives m'ont appris. Le 16 octobre 1967, Jacques Chirac est cordialement invité à déjeuner par l'ambassadeur Charles Bollen, en compagnie d'autres dirigeants gaullistes, présentés comme tels. À l'époque, Chirac est simplement une personnalité politique de l'époque. Nous sommes toujours sous Charles de Gaulle. Le diplomate américain ne tarit pas d'éloges sur cet invité, qui est la révélation du déjeuner. Il le trouve intelligent, dynamique, chaleureux, authentique et persuasif, rien de moins. Surtout, Chirac préfère parler avec enthousiasme de ses voyages aux États-Unis et de son admiration pour le mode de vie américain, plutôt que de se référer au général de Gaulle, dont il ne mentionne même pas le nom. Il semble être aussi américain, et pas seulement pro-américain, que beaucoup d'Américains, nous dira l'ambassadeur, qui rapporte encore, il aime la beauté et l'immensité des paysages américains, il admire notre système de parcs nationaux et il est emballé par la cuisine américaine. Il faut faire, franchement. En fait, Chirac est allé en voyage de jeunesse aux USA, où il est tombé littéralement amoureux du pays, il semble que ce soit complètement vrai. Il est tombé là-bas amoureux de ses premiers amours, il est tombé amoureux de la langue qu'il a maîtrisée, il est tombé amoureux de son métier de serveur de soda, ce n'est pas une blague. Il en parle avec beaucoup de sympathie et d'émotion dans la voix lorsqu'il sera élu président. Au tout début, il rappellera les souvenirs où il était serveur de soda et où on l'avait mis principal serveur devant les clients parce qu'il était tellement pris d'enthousiasme qu'il faisait rêver ses managers, je vais m'exprimer avec un langage de là-bas. Donc il a connu ses premiers amours, c'est un immense dévoreur d'hamburgers, un fumeur de cigarettes américaines, et en fait il va depuis des années en catimini et en discrétion au restaurant américain de l'ambassade américaine à Paris, parce que c'est là qu'on y trouve les meilleurs hamburgers. Donc on a quelqu'un qui admire les États-Unis à tous les niveaux,
et qui multiplie les contacts avant la campagne de 95 pour témoigner de son profond attachement à ce pays et de son indéfectible loyauté. Il est là, ne m'oubliez pas, je vous adore, je suis là, j'existe. Parce qu'au départ, il n'est pas favori des Américains. Je passe les détails de la campagne, on n'a pas lieu ici. Pour vous dire donc qu'une fois élu, il développe avec son homologue Bill Clinton une véritable amitié. On les verra rire aux éclats, déjeuner ensemble, au cours de repas gargantuesques, se livrer à tout un tas d'indiscrétions. Amitié qui lui procure un sentiment de confiance excessive sur la scène internationale au début de sa présidence, l'amenant à cumuler les initiatives diplomatiques maladroites. Vous voyez, il prend la confiance et il a un peu l'impression que son statut d'amoureux des États-Unis et d'ami réel du président américain de l'époque, Bill Clinton, lui octroie le droit de prendre des initiatives diplomatiques de tout un tas de directions, et qui gênent particulièrement les services américains. En particulier, ça va les gêner sur l'OTAN. Il y a quelques sujets, bon, ils sont là, il est un peu lourd, l'ami Chirac, mais enfin, bon, on arrive à le tranquilliser. Mais enfin, sur l'OTAN, ça passe pas, quoi. Il s'imagine une réintégration française dans le commandement intégré qui sera au préalable réformé pour pouvoir être en partie dirigé par la France. Là, si vous voulez, il va trop loin. Il fait preuve d'amateurisme, il fait preuve de niaiserie, j'oserais dire. Franchement, il n'a pas les yeux en face des trous. Il ne comprend pas que l'OTAN est un outil américain, que jamais les Américains ne concéderont la moindre once de pouvoir dedans. Idée qui insupportera évidemment la Maison-Blanche. La réintégration de la France attendra donc. C'est paradoxal que de se dire que finalement c'est Sarkozy qui réintégrera l'OTAN, la France dans le commandement intégré de l'OTAN, pas parce que Chirac voulait pas, mais parce qu'il était tellement enthousiaste qu'il a jeté publiquement des idées impossibles et que tout ça a créé une espèce de tabou dans la diplomatie entre les deux pays. En politique intérieure, le président veut faire respecter le traité de Maastricht et réduire les déficits. Une sorte de tournant de la rigueur. Réduire les déficits, ça veut dire financer moins l'État, donc moins les services publics, donc moins finalement l'économie intérieure, et donc la population. Il met l'accent sur la lutte contre le déficit budgétaire et la dette de l'État, toujours pareil, ça aussi c'est un moyen d'évacuer du budget, de dépenses sociales, afin de respecter le pacte de stabilité de l'Union européenne et d'assurer l'arrivée de l'euro. Vous savez quel sera le drame économique de la France depuis que l'euro est là. L'euro ne convient absolument pas, je n'ai pas le temps ici de développer, à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. L'euro nous a privés de notre capacité de gérer notre taux de change directeur avec les autres monnaies du monde. L'euro a aplati notre taux de change directeur avec 16 autres économies. C'est évidemment le début d'un désastre économique. Pour ce faire, le mouvement des privatisations, engagé entre 86 et 88 et depuis 1993, se poursuit. Donc Chirac, c'est le garant des privatisations tous azimuts. L'appauvrissement et le déclin de la France se poursuivent. Je suis obligé de faire un saut dans le temps et de ne pas parler de ce qui sous Chirac aura lieu comme événement extraordinaire. L'élection de George Bush, les attentats du 11 septembre 2001, le non à la guerre en Irak qui existe et qui est à vraiment mettre au crédit de Jacques Chirac, mais qui n'est qu'un événement isolé parmi une diplomatie complètement sous influence américaine. On voit Chirac tout faire avant pour que les Américains l'admirent et le respectent. Bon, il y a cette affaire-là qui est exacte, et puis ensuite il essaie de tout faire pour se réarranger. Voilà. Sous Sarkozy, du 16 mai 2007 au 15 mai 2012, bon c'est simple. Lors de sa campagne électorale, le 7 mars 2007, il prononce cette phrase. Ce serait enfin une erreur d'opposer la politique européenne de défense à l'Alliance Atlantique, alors même que l'Union européenne et l'OTAN sont deux organisations plus complémentaires que concurrentes. Il a d'ailleurs raison, je vous renvoie à l'article 42.2 du TUE pour le détail juridique de cette complémentarité, pour ceux qui ont envie d'être précis. Et il va en tirer pleinement les conséquences le 7 novembre suivant en réintégrant la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Nouvelle personne, nouvelle façon de voir. Donc là c'est bon, tout est frais. Lui ne demandera pas à ce que le partage du pouvoir soit fait avec la France. Rassurez-vous. Lui il intègre tel quel. Tout pour le commandement américain. Connaissant bien l'histoire politique de mon pays, je veux affirmer mon attachement à l'OTAN. C'est tragique, les bras en tombent. Regardez la photo, je vous ai mis de George Bush, la papate sur l'épaule. On voit qui commande qui. Et on voit Sarkozy souriant de cet état de fait. Plus l'Europe de la défense sera aboutie, plus la France sera résolue à reprendre toute sa place dans l'OTAN. L'Union européenne et l'Alliance doivent marcher la main dans la main.
Bref, en ce qui concerne la politique sociale et le niveau de vie des Français d'une façon générale, je vous mets la photo ici d'un homme tout à fait charmant, qui s'appelle Denis Kessler, qui est un économiste et un grand patron français, et qui a déclaré dans le magazine Challenge du 4 octobre 2007 ce qui suit. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régime spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 44 et 52, sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. En voilà un homme qui dit la réalité des faits derrière les annonces qui apparaissent comme ça. Les réformes, vous savez, on emploie ce mot pour tout et rien, sans percevoir la logique de fond. Détruire le modèle social français issu de la libération de 1945. Le modèle social français est attaqué de toutes parts. Services publics, retraite, sécurité sociale, droit du travail. Franchement, cela rappelle quand même énormément le constat que faisait De Gaulle en arrivant au pouvoir en 1958. Il est vrai que les assurances sociales, les allocations familiales remédiaient suffisamment au drame de la misère, de la maladie, du chômage, de la vieillesse, pour qu'il n'en sortit pas de révolte. Mais, quant aux problèmes de longue haleine, comme ceux du logement, des écoles, des hôpitaux, des communications, on laissait s'accumuler des retards qui compromettaient l'avenir. Faute du ressort grâce auquel nous nous tenions debout, c'est à satisfaire les autres qu'en somme s'employait le régime. C'est un constat identique à celui d'aujourd'hui en pire. C'est-à-dire qu'à l'époque, le détricotage du programme de Conseil national de la résistance avait évidemment commencé, mais enfin il avait eu peu de temps pour se mettre en place. Donc bon, il y avait des cumuls de retard, mais enfin rien n'était très grave. Mais aujourd'hui, depuis autant d'années, la crise de cette histoire de coronavirus a révélé l'état affreux des hôpitaux français. Et l'enfoncement, en plus de ça, de ces hôpitaux ne cesse pas. Il y a environ 3500 lits depuis l'an 2000, chaque année, qui sont supprimés des hôpitaux français, en moyenne. Et bien en 2020, je crois que c'est 5400, là, le chiffre est sorti très peu de temps avant que j'enregistre ça. 5400 cette année-là, alors même en pleine crise, où tout le monde dit vite, il faut des lits, des machins. Bien entendu, ils trouvaient, pour couvrir cet effacement, les idéologies voulues. L'une au nom de l'unité de l'Europe, liquidant les avantages que nous avait valu la victoire, l'autre sous prétexte de solidarité atlantique, soumettant la France à l'hégémonie des anglo-saxons. C'est ça qui se produit. Le désastre social est de retour et il est organisé. C'est ça que nous apprend l'histoire. L'histoire, ça sert à comprendre, vous savez, ça sert à révéler le présent. Ça sert à voir le dessous de ce qui se produit, qui apparaît illogique ou qui apparaît au hasard, ou on ne sait pas, on ne voit pas l'origine des choses. En comprenant leur principe, leur origine, leur développement jusqu'à nos jours, on y voit la logique profonde en fait, on y voit les volontés derrière. La France va-t-elle mourir? La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est ce que François Mitterrand a dit. Dans un livre, le dernier Mitterrand, vous savez, il l'a dit à Georges-Marc Benamou, ce journaliste qui a écrit ce livre. Il a accompagné Mitterrand dans ses derniers jours et quelques jours avant de mourir, François Mitterrand lui a dit cette tirade incroyable. Puisque bon, on a vu de toute façon que François Mitterrand avait été acheté par les États-Unis, qu'il les servait, qu'il l'a absolument dit et qu'il a fait tout ce qu'il voulait, que tout ce qu'il souhaitait. Et donc, il a dit à la fin de sa vie la vérité. Parce qu'il en avait parfaitement conscience, lui-même est un agent de cette guerre pour l'ennemi. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, une guerre sans mort apparemment, et pourtant, une guerre à mort. Voilà ce que savait François Mitterrand. Voilà ce qu'il avait appris de son engagement pour les services américains. Et voilà ce qu'il a dit à Georges-Marc Benamou juste avant de mourir.
Alors la France est-elle progressivement en train de perdre cette guerre? Mais je crois que malheureusement tout ce que nous avons vu nous fait penser que oui, et je vais vous en montrer malheureusement encore quelques éléments avant de conclure par quelque chose de profondément optimiste. Car oui, pour moi la France a clairement les moyens de se relever de cette guerre, malgré l'état terrifiant dans lequel nous sommes aujourd'hui, et je me propose de vous le prouver. En attendant, la soumission aux États-Unis se poursuit. Bon, je ne reviens pas sur les mandats des amis Hollande et Macron, dont les photos simples suffisent à évoquer leur soumission minable. Vous voyez, carrément, face caméra, on leur enlève les pouces sur l'épaule. Les forces de la France s'amenuisent en matière d'industrie. Alors je ne vais pas vous lancer dans des exemples ici, je vous renvoie à une série que nous avons fait sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz à propos de l'affaire Alstom, l'un des plus récents exemples de cette désindustrialisation et de l'achat et de la destruction par les États-Unis de notre tissu industriel. Une série en 8 parties que je vous conseille vraiment, qui est d'une très très grande qualité. En matière de services publics, je vous ai mis ici le logo des autoroutes désormais appelées Vinci et qui enrichissent les fonds de pension américains plutôt que dans celles du peuple. Et les autoroutes ne sont là qu'un exemple parmi tous les services publics qui, vous le savez, petit à petit sont privatisés à de plus ou moindre niveau. Et pendant que ces forces s'amenuisent, le peuple, lui, il est méprisé. Lorsqu'il s'exprime contre la volonté des élites, par exemple, lors du référendum du 29 mai 2005, évidemment, ces élites n'en tiennent pas compte et puis cessent de lui demander son avis, puisque c'était le dernier référendum en France il y a déjà plus de 16 ans. Et lorsque celui-ci essaye de se révolter contre des situations de pauvreté augmentantes, eh ben, il est réprimé dans la terreur. Mais, comme je vous ai dit, certes notre pays s'enfonce dans le néant, mais enfin, la France a les moyens de se relever. Et je vais finir avec ça. Je vais finir en vous montrant que la France possède un territoire continental vaste et prospère, une position centrale en Europe, qui est enviée de tous. On est au croisement de tout, on a une ouverture incroyable sur l'océan Atlantique, sur la Méditerranée, on est au carrefour des péninsules ibériques, du monde britannique, des mondes germaniques, des mondes italiens. Un climat également absolument idéal, permettant de vastes productions agricoles ou de produits de terroir uniques, et qui sont recherchés et qui sont renommés dans le monde entier. Ils sont à la base évidemment d'une tradition de grande cuisine française et d'une gastronomie bien souvent considérée comme la meilleure du monde. Ce territoire est si idéal qu'il a fait en fait l'objet de convoitises depuis Jules César. Vous savez que Jules César a doublé la taille de l'Empire romain, que ses conquêtes s'étendent en Afrique, il est allé combattre en Égypte, il est allé combattre en Grèce, partout. Mais de quoi se souvient-on? Il a combattu en Espagne de nombreuses reprises. Et quel souvenir a-t-il laissé? Eh bien celui de la conquête des Gaules. La France possède de nombreux territoires hors d'Europe, lui offrant évidemment une proximité avec une grande partie des pays du monde, ainsi que le deuxième territoire maritime le plus important du monde après les États-Unis. C'est une source de richesse immense pour l'avenir. Vous savez qu'il y a des ressources en grande quantité dans toutes ces aires. Je vous ai mis ici une carte où on voit, notamment en Polynésie française, dans l'océan Indien, tout un tas de vastes zones qui sont en fait la possession de la France. Un atout que les autres pays aimeraient avoir. La France possède un immense prestige international pour ses apports et ses inventions scientifiques au monde. La liste en est interminable. Je vous ai mis ici l'invention du système de pédale pour bicyclette de Pierre Michaud en 1861. Que ce soit le langage du braille pour les aveugles, inventé par Louis du même nom, Louis Braille en 1824. Que ce soit la photographie, inventée par Joseph Nicéphore Niepce en 1826. Que ce soit le cinématographe, inventé par les frères Lumière en 1895. Que ce soit l'invention de l'autocuiseur, inventé par Denis Papin. Vous savez, Denis Papin qui en 1679 cherchait un moyen pour que les pauvres se fassent plus facilement à manger, et qui a inventé l'autocuiseur. L'automobile, avec Joseph Cugnot qui en a inventé le premier modèle en 1771. Encore, la machine à calculer, c'est Blaise Pascal qui en a inventé la première. Et d'ailleurs, ça a continué à être une source d'invention française, puisque finalement, de la première machine à calculer, on est passé au premier ordinateur, dit micro-ordinateur, inventé là aussi par un Français, François Guernel. On a aussi l'invention du premier stéthoscope en 1816 par René Laennec. Ou encore les premières boîtes de conserve avec l'invention du procédé industriel pour les fabriquer par Nicolas Appert en 1795. Et enfin,
Je vous ai mis la carte à puce, peut-être l'objet le plus utilisé sur Terre. Aujourd'hui, eh ben c'est un Français, Roland Moreno, qui l'a inventé en 1974. Vous irez voir sur internet la liste des inventions ou des contributions scientifiques de la France au monde. La liste est interminable, des milliers et des milliers d'apports et d'inventions. Alors il ne s'agit pas ici de dire qu'on est meilleur que les autres, il s'agit ici d'avoir fierté vis-à-vis de soi. Depuis quand indiquer ses qualités reviendrait à montrer et à pointer les défauts des autres? Nul ici ne parle du fait que d'autres pays n'ont pas apporté énormément de choses au monde dans différents domaines. Mais enfin, quels apports la France a donné au monde, si ce n'est des choses extraordinaires en de quantité de secteurs. Et on va poursuivre avec l'histoire artistique unique et admirée dans le monde. Alors je vous mettrai qu'un exemple par type d'art, enfin c'est infini. En architecture, ici je vous ai mis le pont du Gard. Pour la sculpture, ici je vous ai mis le penseur de Rodin. En peinture, ici je vous ai mis l'inspiration du poète de Nicolas Poussin. En musique, je vous ai mis un album de Jacques Brel. En littérature, je vous ai mis Jean-Jacques Rousseau, qu'on pourrait classer d'ailleurs en philosophie, qu'on pourrait classer comme musicien, comme naturaliste. Je vous ai mis ici pour le théâtre avec Molière. Je vous ai mis ici pour le cinéma avec Louis de Funès. Mais la France est admirée dans le monde entier pour bien d'autres choses encore, pour son patrimoine culturel unique, le premier à être visité au monde. Plus de 45 000 sites historiques protégés, 15 000 monuments religieux et 1100 sites archéologiques répartis sur tout le territoire. On a 45 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en France. Je vous ai mis ici, pas forcément les cartes les plus claires ou les plus exhaustives, mais des plus belles que j'ai trouvées. Vous voyez cette carte des châteaux de France. Et voyez encore cette carte des cathédrales de France. La France possède également un excellent réseau d'ambassades et de liens privilégiés avec la quasi-totalité du monde. Je vous ai mis ici la carte. Chaque point jaune est une ambassade dans un pays du monde, et sachant que cette carte ne comprend pas les consulats, nous en avons pratiquement autant dans le monde. Et la France possède un des meilleurs savoir-faire industriels. Je vous ai mis ici un avion. Je vous ai mis ici un automobile pour l'illustrer, mais évidemment dans bien d'autres secteurs, dans les pneumatiques, dans plein d'autres choses, je ne vais pas énumérer. On passerait trop de temps. La France possède un vaste réseau routier qui est encore bien entretenu, même si vous savez qu'il y a des alertes tous les ans sur des ponts qui menacent de s'effondrer, sur des routes qu'il faut refaire, et les pouvoirs publics expliquent toujours qu'il n'y a pas assez d'argent, puisqu'on met les efforts pour réduire le déficit, pour réduire la dette, autant d'astuces qui permettent de donner moins d'argent, pour ce qui compte vraiment pour le citoyen lambda. C'est-à-dire avoir la qualité des routes pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir visiter, parcourir ce pays, ou pour qu'il puisse être visité dans de bonnes conditions. La France est le pays le plus visité au monde. La France possède une place unique dans plus de 150 organisations internationales. La France possède une langue parlée par plus de 300 millions de personnes à travers le monde et en forte expansion. Langue qui est représentée par l'Organisation internationale de la francophonie, encore une organisation internationale de première importance, dans laquelle la France a une grande place. La France a une place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, obtenue grâce à l'action de De Gaulle durant la Deuxième Guerre mondiale. La France possède la plus puissante des armes du monde, qui garantit sa sécurité à long terme, et qui nous assure de ne pas être envahis comme à des milliers de fois dans notre histoire nous avons pu avoir affaire à des guerres ou à des batailles. Et vous pensez que j'exagère en disant des milliers? Attendez de voir la suite, parce qu'enfin, et je vais finir avec ça, la France possède un immense prestige lié à son histoire incroyable et à ses nombreuses victoires militaires. Preuve qu'elle sait faire preuve de ressources sur le long terme. Parce que la France, vous savez, c'est la nation qui a participé au plus grand nombre de guerres et de batailles dans toute l'histoire de l'humanité. Et vous regarderez d'ailleurs où ont lieu ces batailles, beaucoup sur le territoire français, preuve que nous avons été envahis, convoités, durant des siècles et des siècles, et que nous avons su résister, siècle après siècle, aux invasions. La France détient également le record du plus grand nombre de victoires militaires au monde, 1115 victoires militaires, à travers l'histoire du monde. La France a gagné 1115 batailles. Nous avons également le plus grand vainqueur de tous les temps, Napoléon, qui a remporté en personne 56 victoires. Donc voilà, il y a des raisons d'espérer dans l'avenir, il y a des raisons de comprendre que notre pays a d'immenses atouts pour se faire respecter dans le monde et également pour respecter les autres. C'est ça qu'il convient de comprendre, c'est que l'amour de soi ne signifie pas du tout l'irrespect des autres, c'est bien le contraire qui est vrai. C'est bien en montrant qu'on se respecte soi-même, qu'on s'admire soi-même, qu'on est fier de ce que l'on est et qu'on respecte son propre peuple,
qu'on parvient à se faire respecter des autres, et qu'on montre également que nous-mêmes respectons ces autres, et souhaitons des relations amicales avec le monde, et souhaitons que chaque autre de ce monde, chaque autre nation, chaque autre peuple, se respecte lui aussi, et s'admire lui aussi, et mette en avant les qualités que lui aussi a apportées au monde. C'est ça un monde fier, un monde heureux, un monde qui se respecte, un monde amical, un monde pacifié. Donc la France a des raisons de croire en son destin et en son avenir. Et donc je finirai cette conférence en vous disant cette magnifique parole de Charles de Gaulle qu'il a prononcée à Alger en pleine Seconde Guerre mondiale le 3 novembre 1943. 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Je vous remercie.